qu'il n'en a aujourd'hui. Et donc ça donne cette réponse à Descartes par Hobbes, je cite, « Je ne crois pas devoir jamais plus répondre à ce que vous me pourriez envoyer de cet homme, que je pense devoir mépriser à l'extrême, et je ne me laisse nullement flatter par les louanges que vous me mandez qu'il me donne, car je connais qu'il n'en use que pour mieux faire croire qu'il a raison en ceux où il me reprend et me calomnie. » Donc au-delà de l'aspect anecdotique et amusant de cette polémique, ce qui compte, c'est de comprendre que le désaccord entre Hobbes et Descartes était révélateur d'une divergence dans la conception du monde entre deux traditions philosophiques. D'un côté, la tradition continentale, et notamment la tradition française, et d'un autre côté, la tradition anglo-saxonne, puisque là où la philosophie française se réclame du rationalisme, c'est-à-dire le privilège accordé à la raison, à l'esprit, la tradition anglo-saxonne, elle, va se caractériser par son empirisme, c'est-à-dire le primat du corps, de la sensation et de la matière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bien ça veut dire que la tradition philosophique anglo-saxonne va plutôt privilégier les connaissances acquises par l'observation des faits, par la méthode expérimentale. C'est ça l'empirisme, c'est l'idée que toute connaissance doit être issue de la perception. Et donc on va avoir dans la philosophie de Hobbes cet attachement au réalisme, voire au pragmatisme, et c'est ce réalisme qui va nous permettre de comprendre la conception politique de Hobbes. Donc pour Hobbes, ce qui va importer pour construire sa conception politique, pour construire sa théorie de l'État, c'est d'abord de comprendre la nature de l'homme. On ne peut pas construire une théorie de l'État si on n'a pas d'abord une connaissance de ce qu'est la nature humaine. Ce qui est plutôt logique, puisqu'une théorie politique, son objet, c'est la société. Autrement dit, ce sont les interactions humaines. Et donc pour savoir quel est le meilleur modèle pour régir les comportements au sein de la société, il est nécessaire de savoir comment les hommes se comportent. Et donc à cette question, qu'est-ce que la nature humaine ? Hobbes a une réponse. Et sa réponse, c'est de dire que l'homme est par nature égoïste, violent et calculateur. Pour Hobbes, l'homme n'est pas naturellement bienveillant, altruiste ou pacifique. Il est d'abord hostile et agressif envers ses semblables. Et d'ailleurs, pour lui, c'est ça l'origine de l'état politique, de l'état civil qui s'oppose à l'état de nature. L'état politique, c'est le moyen de neutraliser l'égoïsme et la violence des hommes. Si on laisse les hommes vivre sans loi, les hommes vont se livrer à la violence les uns contre les autres. Donc c'est cette vision qui est exposée dans le Léviathan. D'ailleurs, entre parenthèses, le Léviathan, c'était le nom d'un monstre marin biblique. C'est un monstre qui apparaît dans les psaumes, notamment, à la fois dragon, serpent et crocodile, vous imaginez le tableau. Et une citation nous dit, à propos du Léviathan, que sur terre, nul n'est son maître. Sur terre, nul n'est son maître, et donc ça c'est l'analogie que Hobbes choisit pour décrire l'État. Parce que l'État, c'est la plus puissante des entités terrestres, la plus puissante des entités qui doit inspirer la crainte et le respect des hommes. Donc vous noterez bien, sur terre, nul n'est son maître, c'est très important de le signaler, parce qu'autrefois, jusqu'au XVIe siècle avec Machiavel, l'État tirait sa puissance et sa légitimité de Dieu. Alors bon, de Dieu interprété par les hommes, mais le pouvoir était exercé au nom de Dieu, au nom des préceptes divins. Et c'est parce que l'État était un représentant de Dieu sur terre que les citoyens devaient lui obéir. L'État, c'était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et les lois politiques étaient la transfiguration des lois divines. Donc il y avait toujours ce lien indissociable entre politique et religion. Mais avec Machiavel et plus tard avec Hobbes, on va assister à une rupture du lien entre politique et religieux. Et donc les hommes ne devront plus craindre Dieu, les hommes devront craindre l'État. Ils devront craindre la plus puissante des entités terrestres. Et ça aussi, vous allez le voir que ça va avoir une grande importance pour comprendre la conception politique de Hobbes. Donc je le disais, pour Hobbes, construire une théorie politique de l'État, c'est d'abord comprendre comment se comportent les hommes. N'oublions pas qu'au XVIIe siècle, on est en plein développement des sciences expérimentales de la nature, et que ce modèle des sciences expérimentales va beaucoup influencer les philosophes politiques, qui vont y voir l'occasion de traiter la politique comme une science. On pourrait dire que c'est la naissance avant l'heure des sciences politiques, puisque Hobbes va avoir une approche physique des comportements humains et des relations sociales. Et avoir une approche physique des comportements humains, c'est comprendre quelles sont les forces qui nous mettent en mouvement, quelles sont les forces qui nous font agir. C'est comprendre quelle est la loi de l'attraction humaine. Qu'est-ce qui attire les hommes? Qu'est-ce qui les fait agir? Qu'est-ce qui les mobilise? Et donc pour Hobbes, ce qui mobilise l'être humain, c'est son égoïsme. C'est la considération et la recherche de son intérêt privé. Donc l'anthropologie de Hobbes est basée sur l'idée que l'homme est un être de désir, un être de passion, un être qui est ému par son conatus,
c'est-à-dire sa tendance à persévérer dans son être et à déployer sa puissance. Donc là, on retrouve un petit peu, 2 siècles avant, l'idée nietzschéenne de la volonté de puissance, mais c'est une idée qu'on retrouve chez beaucoup de philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, à savoir l'idée que l'homme est d'abord un être de désir, et que même si l'homme possède la raison, ce n'est pas sa raison qui le fait agir, ce n'est pas sa raison qui le met en mouvement. Ce qui le met en mouvement, c'est une force qu'on appelle le désir. Mais pour Hobbes, ça va encore un peu plus loin, parce que si l'homme n'était qu'un être de désir, on pourrait considérer que ça ne justifie pas forcément l'intervention de l'État pour gérer les comportements humains. Après tout, les désirs peuvent très bien s'harmoniser les uns les autres. Ils peuvent très bien s'accorder. Sauf que pour Hobbes, pas du tout. Les désirs humains ne s'accordent pas, ils ne s'harmonisent pas, et ils ne peuvent pas s'harmoniser tout simplement parce qu'ils portent les hommes à la prédation. Le désir humain, chez Hobbes, prend la forme de la prédation. Et la prédation, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, c'est le fait de prendre aux autres pour satisfaire son intérêt. Et en même temps, ça suppose l'idée d'une proie. Le prédateur, c'est celui qui a une proie. En latin, prédation vient de praeda, qui signifie la proie. Donc si l'être humain est un prédateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir prendre aux autres ce qui va satisfaire son intérêt privé. Et son intérêt, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire tout ce qui contribue à sa conservation. Tout ce qui contribue à sa survie et à la satisfaction de ses désirs. Donc ce seront les ressources, ce seront les richesses, ce sera le pouvoir. Parce que les ressources, les richesses et le pouvoir permettent de sécuriser la conservation. Donc de ce point de vue-là, l'homme est un animal. Il lutte pour sa survie, il lutte pour son intérêt particulier, et pour Hobbes, il serait vain et illusoire de vouloir qu'il en soit autrement. C'est-à-dire qu'à l'état de nature, l'état où la société et les lois n'existent pas, il n'y a pas de raison de ne pas être un prédateur. Il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas de morale, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Parce que le seul bien qui importe, c'est mon bien, c'est mon intérêt que je dois défendre coûte que coûte. Et si l'autre veut me prendre mon bien, il devra me tuer. Et comme je suis un être programmé pour la survie, comme je possède un instinct de conservation, eh bien j'ai tout intérêt à tuer l'autre avant qu'il me tue. La devise de l'état de nature chez Hobbes, c'est tuer avant d'être tué. Autrement dit, dans l'état de nature, le destin des hommes, c'est la guerre civile, c'est la violence, c'est la lutte permanente pour la satisfaction des passions individuelles. La paix est impossible dans l'état de nature. Parce que la paix suppose une distance vis-à-vis de nos intérêts. Ça suppose de relâcher la tension. Mais sauf que lorsque vous relâchez la tension, vous donnez à votre voisin l'opportunité de prendre ce que vous avez. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de relâcher la tension. Vous devez être au contraire en tension permanente. Et donc la paix n'est pas possible. La paix n'est pas possible dans un environnement où la rivalité est la loi. La seule règle qui existe dans l'état de nature, c'est la loi du plus fort. C'est le droit du plus fort, ce qui d'ailleurs est un oxymore, puisque par définition, le droit est fait pour protéger le faible des prédations du fort. Donc là encore, on retrouve la position nietzschéenne, selon laquelle les règles, et notamment les règles morales, sont une invention des faibles pour se protéger des forts. Et d'ailleurs, c'est vraiment un contresens typiquement moderne de croire que la règle est contraire à l'égalité, alors qu'au contraire, la règle est protectrice de l'égalité. Le libéralisme, c'est la dérégulation, c'est la déréglementation, c'est-à-dire littéralement le retrait des règles, et c'est ça la volonté des libéraux, c'est la suppression des règles. C'est la suppression des règles qui font obstacle au libre déploiement du marché. Pourquoi? Eh bien parce que les règles, elles ralentissent le bénéfice, elles ralentissent la croissance. Et que les libéraux, eux, ce qu'ils veulent, c'est la croissance. Ils ne veulent pas l'égalité, les libéraux. Ils veulent un maximum de liberté pour pouvoir augmenter la croissance indéfiniment. Et c'est à ça que servent les règles, c'est-à-dire à protéger les droits des plus faibles, de ceux qui subissent la prédation économique des libéraux. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Et pour revenir à cette idée de droit du plus fort, eh bien on n'a pas attendu Nietzsche ni même Hobbes pour défendre cette conception des choses. On la trouve déjà dans l'Antiquité, notamment chez un personnage du nom de Calliclès. Calliclès qui, dans le Gorgias de Platon, nous dit que justement, le seul droit qui devrait prévaloir, c'est le droit du plus fort. Parce que seul le droit du plus fort permet de pousser les individus à l'excellence. Si vous préférez, la loi du plus fort, c'est ce qui fait que ce sont les meilleurs qui survivent. Une sorte de darwinisme social avant l'heure, là aussi,
Et cette idée que le droit qui vient limiter la puissance des forts a un effet contre-productif. Donc là encore, je vais vous lire la citation de Calliclès dans laquelle il expose cette vision. Ce sont les faibles, la masse des gens, qui établissent les lois. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent des louanges, qu'ils répartissent des blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. C'est pour empêcher que ces hommes ne leur soient supérieurs qu'ils disent qu'il est injuste d'avoir plus que les autres et que l'injustice consiste justement à vouloir avoir plus. Car ce qui plaît aux faibles, c'est d'avoir l'air d'être égaux à de tels hommes, alors qu'ils leur sont inférieurs. Il est évident, selon moi, que la justice consiste en ce que le meilleur est plus que le moins bon, et le plus fort plus que le moins fort. Partout il en est ainsi, c'est ce que la nature enseigne, chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humaines et dans toutes les cités. Alors je précise immédiatement, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être l'œuvre de Hobbes, l'état de nature chez Hobbes ne prétend pas décrire la condition des hommes avant l'invention de l'État. Autrement dit, l'état de nature ne se veut pas une réalité historique. Ce n'est pas un état qui aurait réellement existé. Puis d'ailleurs, ça semble même impossible, puisque même si l'état n'existe pas, il existe malgré tout des communautés, à commencer par la famille. Mais le fait est qu'on n'est pas passé d'une situation où les hommes vivaient de manière solitaire, isolés les uns des autres, à un état social. Ça s'est pas passé comme ça. Mais ce que veut faire Hobbes, à travers cette fiction de l'état de nature, c'est mettre le doigt sur les tendances fondamentales de l'être humain. C'est comme une sorte d'illustration exacerbée des tendances humaines primitives. Et la tendance primitive de l'être humain, c'est l'égoïsme et la violence pour satisfaire cet égoïsme. Et c'est ça qui nous fait arriver à la célèbre citation de Hobbes, qui donne son titre à cette vidéo, « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors, quelques précisions sur cette citation. D'abord, que ce n'est pas Hobbes qui est l'auteur de cette citation, puisqu'on la trouve dès l'Antiquité, et elle sera ensuite reprise par d'autres auteurs après Hobbes. Ensuite, que cette citation ne fait pas partie du Léviathan, mais de la préface de son livre intitulé « De Cive » du citoyen, et que cette citation, en réalité, elle est tronquée, parce que juste avant, Hobbes dit aussi que l'homme peut être un dieu pour l'homme. Et lorsqu'il dit que l'homme est un loup pour l'homme, en réalité, il veut parler du comportement des États entre eux, et non pas directement du comportement entre individus. Mais ça, à la limite, ce sont des détails, c'est pas très important pour comprendre l'idée. Et l'idée, c'est que la réalité fondamentale de l'être humain, ce sont ses passions. Ces passions, ce que Freud appellera plus tard, ses pulsions. Puisque je le disais tout à l'heure, l'idée que l'homme est un être de désir ne va pas s'arrêter au XVIIe siècle. Elle va traverser les siècles, jusqu'à Freud et la psychanalyse, avec l'idée que l'homme est d'abord animé par ses pulsions. C'est ça qui a fait dire aux commentateurs de Hobbes qu'il faisait preuve d'un pessimisme anthropologique. Autrement dit, un pessimisme sur la nature humaine. Rousseau, par exemple, a développé une conception totalement aux antipodes, en considérant, lui, que, à l'état de nature, l'homme est innocent, et que c'est la société qui le corrompt. Au contraire, pour Hobbes, c'est à l'état de nature que l'homme est corrompu, au sens où il n'a aucune pitié, aucun scrupule, où il se contente de prendre ce qu'il veut indépendamment de toute règle, indépendamment de toute compassion. Mais sauf que pour Hobbes, il ne s'agit pas d'un pessimisme, il s'agit d'un réalisme. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans l'un de ses textes, il dit « Quand vous voyez le nombre de crimes qui sont commis malgré l'existence des lois, imaginez ce que cela donnerait si les lois disparaissaient. Quand vous voyez à quel point les hommes sont capables d'être des prédateurs malgré la menace de la sanction et de la force publique, qu'est-ce que cela donnerait si les lois n'existaient pas ?» Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce portrait que nous peint Hobbes de la nature humaine. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que l'être humain n'est pas fondamentalement mauvais, Hobbes a une réponse pour vous. Et sa réponse, c'est que vous êtes des gros hypocrites. C'est ça la réponse de Hobbes. Vous êtes des hypocrites. Et pourquoi est-ce que vous êtes des hypocrites ? Parce que vous prétendez que l'homme n'est pas mauvais, mais dans votre comportement, vous agissez comme s'il était mauvais. Et donc je vais vous lire un petit extrait du chapitre 13 du livre 1 du Léviathan. Il peut sembler étrange, à celui qui n'a pas bien pesé ces choses, que la nature puisse ainsi dissocier les hommes et les rendre enclins à s'attaquer et à se détruire les uns les autres. C'est pourquoi, peut-être, incrédule à l'égard de cette inférence tirée des passions, cet homme désirera la voir confirmée par l'expérience. Aussi, faisant un retour sur lui-même, alors que partant en voyage, il s'arme et cherche à être bien accompagné, qu'allant se coucher, il verrouille ses portes, que dans sa maison même, il ferme ses coffres à clé,
Et tout cela sachant qu'il existe des lois et des fonctionnaires publics armés pour venger tous les torts qui peuvent lui être faits, qu'il se demande quelle opinion il a de ses compatriotes quand il voyage armé, de ses concitoyens quand il verrouille ses portes, de ses enfants et de ses domestiques quand il ferme ses coffres à clé. Donc ce que nous dit Hobbes ici, c'est qu'à chaque fois que nous fermons notre porte à clé, nous prouvons que nous n'avons pas confiance dans la nature humaine. Nous prouvons que nous n'avons pas confiance dans la bienveillance de l'homme. Nous prouvons que nous considérons que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc c'est là qu'on en arrive à l'étape suivante de l'analyse de Hobbes, puisque sa question était de savoir comment la société a-t-elle été créée, pourquoi a-t-elle été créée, et sa réponse, c'est de dire que c'est la guerre de tous contre tous qui va pousser les hommes à se donner des lois. Alors, par quel mécanisme ? Eh bien tout simplement par le mécanisme de la peur. La guerre de tous contre tous fait que les hommes sont perpétuellement menacés dans leur intégrité physique. Autrement dit, les hommes sont dans un état d'insécurité permanente. Et c'est vrai que si aucune loi ne me protège de la prédation du plus fort, eh bien je suis constamment menacé. Ma survie est constamment menacée. Et je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça, même si je fais partie des forts. Parce que d'abord, le fort est toujours le faible d'un plus fort, mais aussi parce que la force ne garantit pas nécessairement ma survie. Si les hommes ont inventé des armes, c'est précisément pour compenser les inégalités de force. Comme j'ai pu le lire récemment en commentaire, les forts étaient supérieurs aux faibles, et un jour, Samuel Colt les a remis à égalité. Donc la force physique ne nous prémunit pas contre la prédation. Et puis il y a d'autres moyens, les coalitions, les trahisons, les pièges. Toutes les stratégies que l'on peut inventer pour attenter à la vie du plus fort montrent que même le plus fort est en danger. Et donc les hommes qui vivent dans cet état de nature, où rien ne les prémunit contre la violence des autres, où à chaque instant leur vie est menacée, vont alors éprouver une passion qui va l'emporter en intensité sur toutes les autres passions, et cette passion, c'est la peur de la mort violente. Les hommes vont prendre conscience du caractère contre-productif de la violence égoïste. Ils vont s'apercevoir que cette violence se retourne contre elle-même. Et, comme chacun sait, qui vit par l'épée périra par l'épée. Plus on a d'ennemis, plus on a de chances de subir une mort violente. Donc prenant conscience que la guerre de tous contre tous ne peut conduire qu'à la mort de tous, les hommes décidèrent de poser les armes. Ils décidèrent de mettre fin à la guerre de tous contre tous. Ils décidèrent, au nom de leur intérêt, de renoncer à leurs intérêts. Au nom de leur intérêt vital collectif, de renoncer à leurs intérêts privés. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Hobbes, c'est une passion qui rend les hommes raisonnables. La peur est une passion, mais c'est cette passion-là qui va permettre de basculer dans la raison, qui va permettre de ne plus se comporter comme des animaux. La peur des hommes les a forcés à prendre du recul par rapport à leur intérêt privé, et à se dire que tout bien considéré, tout bien calculé, ça n'en vaut pas la peine. C'est contre-productif. Ça n'en vaut pas la peine parce qu'en se comportant de manière prédatrice et violente, on augmente plus qu'autre chose le risque de subir nous-mêmes la violence et la prédation. Les hommes finissent par se rendre compte que leur violence se retourne contre eux. Et donc c'est ça qui va mettre un terme à la guerre de tous contre tous, c'est ça qui va donner lieu à ce que Hobbes appelle le pacte social. Alors n'oublions pas que Hobbes est un théoricien du contractualisme. Contractualisme, c'est l'idée que la création de l'État, c'est le résultat d'un contrat passé entre les hommes. Alors, un contrat tacite, pas forcément un contrat formulé, mais en tout cas, un accord passé entre les hommes pour créer une situation qui soit mutuellement avantageuse. C'est ça le principe du contrat, c'est que toutes les parties y trouvent leur intérêt. On va pas signer un contrat qui va contre nos intérêts. Et le contrat repose sur la notion de consentement. Donc si les hommes passent un contrat entre eux, c'est qu'ils le veulent. C'est qu'ils ont conscience que c'est dans leur intérêt. Donc c'est bien un pacte que passent les hommes pour sortir de l'état de nature. Et d'ailleurs, le mot pacte, il est issu du latin pax, qui veut dire paix. Donc le pacte, c'est ce que l'on passe pour faire la paix, pour être en paix. Et à travers ce pacte, chacun renonce à exercer sa puissance naturelle contre l'autre. La puissance naturelle, c'est-à-dire la puissance qui n'est pas encadrée par des limites. La puissance qui n'est pas contenue par des lois. L'état de nature, c'est l'état de la puissance naturelle, du droit de nature,
Et l'État social, ce sera l'État du droit civil, du droit civilisé. Donc quelle est la condition pour que ce pacte puisse être passé? Bien, c'est tout simplement que tous les hommes en fassent de même, que tous les hommes renoncent à exercer leur violence. Bah oui, sinon ça marche pas. On va pas dire, allez-y, signez, signez, moi j'ai pas signé. Ah non, on peut pas s'extraire du pacte social. C'est soit tout le monde, soit personne. Donc il faut qu'il y ait une sorte d'autorité qui garantisse que chacun va obéir au pacte social. Que ce n'est pas juste une signature sans valeur. De la même façon que si vous signez un contrat, ce contrat a une valeur parce qu'il existe des juridictions. Des juridictions qui sont en mesure de vous faire payer le prix d'une désobéissance au contrat. Une signature, ça a du poids. Mais ça n'a de poids que parce qu'il existe une autorité qui sera en mesure de lui donner du poids. Que parce qu'il existe une autorité qui est capable d'exercer sa force pour vous contraindre à respecter le contrat. Donc pour que ce pacte social ait une valeur, il faut un garant qui possède la force, qui possède l'autorité, et qui va tirer les oreilles à celui qui aura signé sans obéir. Et qui sera ce garant? Ce garant, ce sera l'État. L'État, c'est la structure qui veillera à faire respecter le contrat, à faire respecter la loi, à faire respecter l'ordre civil, autrement dit, la sécurité des individus qui, ayant signé le contrat social, deviennent des citoyens, et qui punira tous ceux qui transgresseront l'ordre civil. Donc à travers le pacte social, les individus se livrent à ce qu'on appellera un transfert de souveraineté, c'est-à-dire un transfert de pouvoir. Ils transfèrent leur pouvoir naturel individuel, le pouvoir de nuire à autrui, le pouvoir de prédation, ils le transfèrent à l'État, en échange de quoi l'État me garantit ma sécurité. Et ça, cette idée de transfert de souveraineté, c'est l'idée que j'échange à l'État ma liberté contre sa protection. Je renonce à nuire aux autres, je renonce à leur voler ce qu'ils possèdent, à les considérer comme des proies, et en contrepartie, l'État me protège de la prédation des autres. Voilà pourquoi, pour Hobbes, il est important que le pouvoir de l'État soit absolu. Autrement dit, qu'il soit sans limite. Et c'est pourquoi l'État devra avoir le monopole de la violence légitime. Le monopole de la violence légitime. Alors là encore, on pourrait y voir un oxymore. Violence légitime, ça paraît difficile d'envisager une violence qui soit soutenue par le droit. Et mais justement, cet oxymore a un sens. C'est précisément que la justice a besoin de la force pour être respectée. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui confère du poids à une juridiction, c'est-à-dire à un organisme de pouvoir, c'est le fait qu'il soit détenteur d'une force coercitive. Ce qui fait que la décision d'un juge a un poids, c'est pas le juge. C'est pas le juge avec sa robe et son maillet en bois. Parce que c'est pas lui qui va vous emmener en prison. Le juge représente la justice, mais il n'est pas la force de la justice. La force de la justice, ce sont les policiers. La corporation chargée d'appliquer la force publique. Et c'est parce que la justice possède l'appui de la force publique, qu'elle possède son bras armé, qu'elle peut être respectée, et qu'elle peut faire figure d'autorité. On se rappelle de la citation de Pascal, « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Exercer la force sans que celle-ci ne soit juste, c'est le propre des tyrans. C'est aussi le propre des hommes à l'état de nature. Mais une justice qui n'a pas de force, c'est une justice qui est condamnée à ne jamais pouvoir être appliquée. C'est une justice qui ne sera jamais respectée. Et donc à ce moment-là, la justice n'est plus qu'un concept, n'est plus qu'un vœu pieux. Elle ne sert plus à rien. La justice n'est pas la justice sans une effectivité qui lui est donnée par les moyens de se faire respecter. Voilà pourquoi l'État détient le monopole de la violence légitime et que les citoyens lui doivent une obéissance absolue. N'oublions pas que la crainte est la plus puissante des passions. Et si c'est la plus puissante des passions, si c'est elle qui a tiré les hommes de l'état de nature pour leur faire fonder l'ordre civil, si c'est cette crainte qui est le plus puissant levier d'influence sur le comportement humain, il faut que l'État inspire la crainte aux individus. La métaphore du Léviathan est là pour nous le rappeler. Sur Terre, nul n'est son maître. C'est une définition qui correspond d'ailleurs également à Satan, le maître d'ici-bas. Et c'est ça, selon Hobbes, la clé de l'ordre politique. Alors pour conclure cette vidéo, je me permettrai une ouverture sur la modernité. À savoir qu'aujourd'hui,
dans le modèle politique qui est actuellement le nôtre, les choses ont évolué. Les principes et les leviers du pouvoir se sont métamorphosés. Alors certes, l'État détient toujours la force, et il ne se prive pas de l'utiliser pour réprimer la contestation. Donc la force est toujours un moyen d'exercice du pouvoir, mais aujourd'hui, l'État utilise également une autre arme. C'est la division. Et la division n'a pas besoin de passer par la force. La division, ça relève de la stratégie, ça relève de l'ingénierie sociale. La division, c'est ce qu'on obtient chaque jour d'élection, quand nous sommes sommés d'aller nous exprimer sur notre vision politique en fonction d'un parti. Par définition, un parti, c'est une partie. La partie qui fragmente le tout. La partie qui divise le tout. Il est certain que dans un système électoral multipartite, nous avons le choix du parti pour lequel nous votons, nous avons une liberté plus grande que dans les régimes où n'existe qu'un parti unique. Mais pour peu que les différents partis partagent une conception commune, une conception qui soit fondamentalement la même, et à ce moment-là, notre choix devient une illusion. Il devient un mensonge, un piège. La division, c'est ce qui fait que deux personnes partageant les mêmes conditions d'existence, partageant les mêmes principes, les mêmes valeurs fondamentales, vont s'écharper quand elles vont parler politique. C'est ce qui fait que, quand on apprécie quelqu'un, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, on va se mettre à ne plus l'apprécier si on apprend qu'il met un autre bulletin que le nôtre dans l'urne. La guerre de tous contre tous peut aussi avoir cette forme-là. La guerre des opinions politiques, la guerre qui oppose les pour et les contre, les rouges et les bleus. Et peut-être que si nous sommes sortis de l'état de nature, d'un état de guerre de tous contre tous, c'est peut-être pour mieux replonger dans une autre guerre de tous contre tous. La guerre des égos, la guerre des étiquettes, la guerre des espoirs. Lorsque les hommes sont sortis de l'état de nature, ils ont cessé d'être naïfs. Ils ont eu une prise de conscience. Au fond, c'est peut-être ça la condition pour sortir de notre état de nature actuel, de l'état de nature moderne, prendre conscience.